Comment, où et quand s'est déroulé le premier acte commercial? Nous l'ignorons. Mais il est probable, nous dit Hayek, que ce dernier a pris la forme d'un troc muet. Un sauvage a déposé une offrande à la frontière d'un territoire tribal. Il aurait fait cela dans l'espoir qu'un don correspondant lui serait fait en retour par le même procédé. C'est sans doute ce qui est arrivé. Cela a pris cette forme, ou peut-être une autre. Mais cela a inauguré une nouvelle coutume. Pour la première fois, on échangeait en dehors de la tribu. On cessait de considérer les tribus voisines comme des ennemis. Cela préfigurait la formation des règles de conduite universelles. La naissance du libéralisme moderne a correspondu à une révolution sans précédent dans l'histoire. Laquelle? L'émergence de ce que Karl Popper et Friedrich von Hayek ont appelé la grande société, c'est-à-dire une société où l'on passe d'une morale tribale à un système de règles universelles. C'est le passage progressif d'un système de règles et valeurs propres à une communauté à un système de règles abstraites qui valent pour l'ensemble des hommes, quelle que soit leur valeur. Aristote estimait en effet qu'une cité ne pouvait excéder 100 000 hommes, sous peine de sombrer dans l'anarchie. Depuis, les données du problème ont changé. Comment faire coexister pacifiquement plusieurs millions d'hommes libres? C'est un véritable problème. Dès le départ, la doctrine libérale apporte des réponses institutionnelles à cette question. Se basant sur les enseignements de l'anthropologie, Hayek estime que les premières règles correspondaient à un mode de vie axé sur la chasse et la cueillette de petites bandes de 15 à 40 personnes. La liberté est apparue progressivement par un relâchement des règles traditionnelles, en protégeant l'individu plutôt qu'en lui ordonnant de faire telle ou telle chose. Les transgresseurs de ces règles introduisirent des pratiques, des façons de faire qui étaient avantageuses pour tout le reste de la société. Par exemple, le troc avec l'étranger, la propriété privée du sol, les obligations contractuelles, la concurrence entre gens du même métier, le prêt, etc. Au fur et à mesure, des brèches furent ouvertes dans la solidarité qui s'appliquait aux groupes restreints. On passa de ce que l'épistémologue Karl Popper a appelé la société du face-à-face à la société abstraite. La liberté n'a pu se réaliser que par le développement progressif d'une discipline de civilisation qui, en même temps, est la discipline de la liberté, c'est-à-dire celle qui protège l'individu de la violence des autres. Nous devons, dit Hayek, notre liberté aux bornes de la liberté. Cela impliqua le développement progressif et inconscient de règles abstraites dans tous les domaines, y compris le domaine économique. Cela accrut la richesse générale de la société dans des proportions considérables. Au sortir du Moyen Âge, il a fallu inventer un système débarrassé de tous les liens de sujétion, d'appartenance et de dépendance propres à la logique féodale. Les intellectuels libéraux inventèrent l'État moderne, grâce à la notion d'État de droit. L'État de droit est celui qui assure l'égalité devant la loi de tout un chacun, en ce compris les gouvernants. L'État se doit de faire régner la justice de manière impartiale et de n'adopter et exécuter que des règles générales et abstraites. Ces exigences d'impartialité, d'universalité, d'abstraction forment la trame d'une morale nouvelle, celle de la grande société. Ce qui, dans la doctrine libérale, peut erronément être interprété pour de l'indifférence, voire de l'insensibilité, répond en réalité à la nécessité pour un État d'assurer une justice impartiale, de ne favoriser aucun groupe au détriment des autres. Cette morale interdit à l'État de poursuivre des buts communs. Pourquoi? Parce qu'une société pluraliste, une société d'hommes libres, est une société où chacun est en mesure de poursuivre ses fins particulières sans se faire imposer la réalisation collective d'un but commun, qui ne répond pas nécessairement à ses aspirations. Qu'il fût possible, écrit Hayek, à des millions d'hommes de vivre paisiblement et à leur mutuel avantage sans avoir à se mettre d'accord sur des objectifs concrets communs et tenus simplement par des règles de conduite abstraites, a été peut-être la plus grande découverte qu'ait jamais faite l'humanité. On a coutume d'exalter la poursuite d'objectifs communs et de condamner les objectifs égoïstes. Or, paradoxalement, lorsque l'individu poursuit des buts égoïstes, cela le conduit généralement, comme l'a démontré Adam Smith, à servir l'intérêt général, alors que les actions collectives sont à peu près invariablement contraires à l'intérêt général. Cette morale des règles abstraites est un phénomène assez récent. Trop récent probablement pour qu'une frange importante de la population ne soit pas tentée constamment de régresser en direction de la chaude morale de la tribu. Pourquoi? Car les règles abstraites et universelles, en raison de leur abstraction, seront considérées comme artificielles et inhumaines et jugées contraires aux instincts primordiaux. Évidemment, les valeurs tribales ne sont pas mauvaises en elles-mêmes, que du contraire, elles sont même indispensables à la vie en société. L'amour est également un sentiment, probablement le plus noble, qui appartient à la mentalité de la tribu. Hayek tient ces valeurs pour essentielles.
mais il estime qu'elles doivent s'exercer uniquement à l'échelon individuel. Je dois aider mes proches, ma famille, mes collègues, mes amis, mes voisins. Le socialisme, c'est quoi? C'est la tentative de réinstaurer ces valeurs tribales au niveau de l'État, avec les gouvernants qui gèrent la société comme on gère une tribu, en procédant au coup par coup, et non en fonction de règles abstraites, en agissant avec compassion plutôt qu'avec justice, en donnant telle ou telle aide à telle entreprise, en confisquant à telle pour aider un autre, et cela à l'infini. En clair, les principes socialistes sont de type tribal. L'aspiration à la justice sociale n'est rien d'autre qu'une nostalgie de cette vie commune passée durant des millénaires au sein de petites hordes sauvages. Évidemment, les socialistes affirment qu'ils planifient leur intervention, mais Hayek a prouvé que cette planification, typique de la mentalité constructiviste, est un projet voué à l'échec. Par ailleurs, les planificateurs n'arrivent jamais à respecter leur planification. Dans l'ex-URSS, il fallait en moyenne 15 ans pour appliquer un plan quinquennal. Le socialisme est une menace pour l'État qui devient l'otage des groupes de pression et des intérêts corporatistes. Ce caractère tribal se manifeste clairement à travers les pratiques du clientélisme. La mise en œuvre des valeurs socialistes ne s'opère qu'en faveur de certains clans, de la tribu au détriment des autres. Pourquoi? Parce que quand on distribue en fonction de critères de compassion, on préfère le proche au lointain. On préfère le membre de la famille plutôt que celui qui n'en fait pas partie, le militant plutôt que le non-militant, l'habitant du village plutôt que celui du village voisin, celui de la région que celui d'une autre région. On préférera le producteur national au producteur étranger. On préfère l'industrie européenne à l'industrie chinoise. L'universalisme, c'est-à-dire le respect de règles générales et abstraites, reste l'apanage du seul libéralisme, lequel nécessite un cadre institutionnel normativement contraignant et relativement stable, l'évolution de ce dernier s'effectuant de manière prévisible et équilibrée. Il est toujours incomparablement plus facile de promettre aux gens qu'on va les aider que de les sensibiliser au respect des règles universelles abstraites. Défendre la morale de la grande société est une tâche ingrate. C'est le fardeau des libéraux.